je vais vous présenter donc le site en live et puis du coup on va ensemble remplir une fiche. Donc voici Vigiter, donc c'est indiqué, hein, programme de sciences participatives sur la diversité géologique. Donc comme ça l'indique, vous explorez, vous observez et ensuite vous signalez et vous décrivez vos observations. Alors, si vous voulez, donc vous avez un certain nombre de choses, de pages dans Vigiter. Vous avez notamment un certain nombre de feuilles de tutoriels qui vous permettent également de, voilà, notamment comment participer, identification des roches, décrire un affleurement. Donc ça donne beaucoup plus en détail, ce que ça donne relativement en détail, et surtout au niveau de ceux qui ne sont pas professionnels, comment vous pouvez observer et décrire un affleurement. Parce que moi, je vous ai donné les grandes lignes de la méthode sans rentrer dans le détail. Donc si vous voulez donc participer à Vigiter, si vous avez trouvé un affleurement qui est joli, qui vous paraît intéressant, vous allez donc dans le site Je participe, la page, voilà. Donc première chose, donc carte des signalements. Donc déjà, vous avez donc ici sur cette carte reporté l'ensemble des sites qui sont signalés. Je précise quand même avant toute chose que le programme ne fonctionne qu'en France métropolitaine. Donc si vous êtes à l'étranger ou en outre-mer, malheureusement pour le moment ce n'est pas c'est pas encore valable, je dirais. Alors quand même il vous signale deux choses. Ne pas signaler des trous, des fossés de terre. Pourquoi il vous demande de ne pas signaler ces choses-là? Parce que vous avez de grandes chances que ce machin-là soit comblé au bout de 2 semaines. Donc si vous signalez un trou et que 2 semaines plus tard il n'existe plus, ça sert à rien. Des roches isolées, alors ça je vous l'ai expliqué directement. Une roche isolée, 1, on ne sait pas d'où elle vient. 2, on n'est pas sûr qu'elle va rester en place tout le temps. Et de 3, comme je vous ai dit, une roche isolée, c'est quand même un artefact archéologique. Pour nous les géologues, sur un plan scientifique, ça n'a aucun intérêt. Donc première chose évidemment que vous avez à faire, c'est déjà aller vérifier sur la localisation de votre affleurement. Donc l'affleurement que l'on va faire ensemble est un affleurement qui est dans le massif du Canigou, pour pas changer. Les 2 points qui sont là, d'ailleurs c'est moi qui les ai répertoriés. Donc première chose à faire, allez voir si l'affleurement que vous voulez signaler n'a pas déjà été répertorié par quelqu'un d'autre. Évidemment, là, c'est pas le cas, puisque nous, on va aller dans ce secteur. Donc, nouveau signalement, une fois que vous l'avez. Donc, première chose, là, vous indiquez la date. Alors, la date, ce n'est pas la date à laquelle vous renseignez l'information, sauf si vous l'avez fait le jour même, c'est la date à laquelle vous avez découvert l'affleurement en question. Donc, moi, la date en question, je vais vite la retrouver sur mon carnet de terrain. Donc la date c'était le 20 septembre 2017. En réalité je pourrais mettre c'est vrai une date plus récente mais je ne l'ai pas en tête, alors au pire je la modifierai plus tard. Déjà je vais remonter à septembre 2017 qui est donc la date à laquelle j'avais observé cet affleurement. Ensuite la localisation, donc bien entendu le machin ne se trouve pas à Paris, de toute façon le mec qui me trouve un affleurement de roche à Paris hormis dans les catacombes, il faudra qu'il m'appelle. Donc l'affleurement en question que je référence se situe... une vue satellite ça serait mieux s'il vous plaît, ouais c'est pas pire, ah si vous voyez. C'était ici. Ouais vous voyez moi je vais aller chercher les affleurements au milieu de nulle part. Ça c'est la base du géologue des fois. Donc il vous renseigne la latitude et la longitude, ok. Alors il vous demande ce lieu est-il facilement accessible? Rejoindre le site par un chemin librement praticable à pied. Alors j'aurais dit oui, mais de mémoire aujourd'hui ce chemin s'est effondré, donc je vais quand même plutôt dire non. Indication d'accès, donc sur les indications d'accès, vous renseignez comment on accède à l'affleurement, et donc notamment comment cet affleurement est. D'ailleurs je vous donne un exemple, le site se situe sur un chemin de terre, côté droit, partant du nord du parking Jean Jaurès. Là je peux dire... accessible en suivant le cours du Yek, qui est le nom du torrent qui passe à côté. Voilà, et son nom d'ailleurs est connu des gens du coin, il est indiqué à 2-3 endroits, c'est le site des Pierres Plates. Voilà.
Ensuite, là, vous donnez les caractéristiques de l'affleurement. Alors attention, il s'agit bien quand on dit les caractéristiques de l'affleurement, on ne parle pas encore de qu'est-ce qu'il y a dans la roche, ça sera la partie description et caractéristiques de l'affleurement, ce sont ces caractéristiques propres. Par exemple, la taille de l'affleurement, fait-il 1 à 10 mètres ou fait-il plus de 10 mètres? Dans mon cas, il faisait plus de 10 mètres. Quelle est la nature du site? Anthropique, ça veut dire que c'est un site, c'est un affleurement qui a été créé par l'homme, typiquement un talus routier, ou est-ce qu'il est naturel? Dans mon cas, c'est un poli de fond de rivière, c'est la rivière qui a creusé, donc ce site est naturel. D'ailleurs, une fois que vous avez renseigné ça, d'ailleurs, il va vous préciser quelle est la nature du site. Alors, dans mon cas, le mieux qui se rapproche, ce sera érosion, ou éventuellement affleurement. Parce que si je fais autre, ouais, bah, il ne précise pas. Ah, au pire, on peut mettre affleurement, ça marche. Alors, des travaux sont-ils en cours? La réponse est non. Maintenant, quelle est la nature des roches du site? Le fameux trio, les roches magmatiques, sédimentaires et métamorphiques. Là, si jamais vous ne savez pas, il vous reprécise quelles sont une définition rapide de ces différentes roches. Dans mon cas, il s'agissait quand même de roches davantage métamorphiques. Maintenant, il va vous demander d'ajouter des photos de l'affleurement. En premier lieu, il vous demande d'ajouter une photo à grande échelle, qui permet de voir l'affleurement dans sa totalité dans l'idéal, et de voir aussi, du coup, dans quel environnement il se situe. Donc à ce niveau, j'ai tout préparé, c'est ça qui est bien. Hop. Donc la photo de l'affleurement que je renseigne, c'est celle-ci. Ensuite, il va vous mettre le détail de l'affleurement, donc éventuellement une photo de l'affleurement un peu plus précise, donc davantage zoomée sur l'affleurement. Moi, j'ai celle-là. Et après, détail optionnel, c'est si jamais vous voulez rajouter différents détails notamment si vous voulez rajouter différents détails encore à plus petite échelle sur l'affleurement, notamment si vous voulez montrer déjà en premier lieu quelques photos de caractéristiques géologiques de l'affleurement qui font que cet affleurement est intéressant. Alors Apocalypse qui demande: il faut un compte pour utiliser Vigiteur? La réponse est oui, mais le compte bien entendu est gratuit. L'inscription à Vigiteur est gratuite. Il ne me l'a pas renseigné. Voilà, ouvrir. Donc là j'ai deux photos optionnelles centrées. Vous voyez que c'est plus petit parce que là on va on peut distinguer mon éternel marteau. Le marteau, c'est là où c'est aussi le bon compagnon de jeu du géologue, c'est qu'il permet de faire une échelle facile. Parce que tout le monde, notamment les professionnels, on sait à peu près quelles sont les dimensions d'un marteau de géologue. Donc ça, c'est pas un problème. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez faire un commentaire assez vague sur le signalement. Vous dites: je valide mon signalement. Donc là, il fait l'envoi. Alors en fait, qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de signaler un affleurement. En revanche, je n'ai pas dit de quoi cet affleurement est constitué de façon précise. J'ai juste signalé qu'il y avait un affleurement éventuellement intéressant, sans plus. Maintenant, vous avez deux choses. Soit vous ne pouvez pas en dire plus à son sujet, donc vous faites retour à l'accueil, voire une participation, peu importe. Soit vous pouvez dire beaucoup plus de choses, notamment donner une description plus précise de l'affleurement, et là vous cliquez sur poursuivre la description. Donc là vous avez un nouveau truc. Vous avez ici signalement, où si vous le déroulez, vous donne donc l'ensemble des caractéristiques que vous avez signalées sur cet affleurement. Donc voilà, donc par exemple vous avez ici donc dire qui l'a, donc dire bien entendu c'est moi là pour le coup, Geolynx. De quand date cet affleurement. Là vous avez la photo d'ensemble, sa localisation, la caractéristique d'accessibilité que j'ai donnée, sa taille, sa nature et les différentes photos que j'ai rentrées. Voilà. Et éventuellement, si jamais, vous pouvez aussi faire une mise à jour à son sujet, à l'affleurement. Si jamais plus tard vous retournez sur le site, là vous pouvez cocher que le site présenté dans le signalement n'est plus observable. Parce qu'il y a eu des travaux, que le terrain a été modifié, parce qu'il y a eu un glissement de terrain. Et à ce moment-là, vous modifiez la date, vous dites à quelle date vous avez fait cette nouvelle constatation. Indépendamment, et d'ailleurs si vous le faites à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va vous griser la description, parce que du coup, vu qu'il n'y a plus rien à observer, il n'y a plus rien à décrire. En revanche, si le site est toujours en place, ce qui est mon cas, là il faut donner une description du site observé. Là ça vous dit du coup qu'est-ce qu'on décrit comme affleurement.
Donc on va y aller. Donc moi il s'agit d'un poli de fond de rivière. Ça c'est pour redonner la description, enfin de base, quelles sont les conditions d'affleurement. Sur lequel... Alors, donc est visible une alternance entre marbre, parce que là donc on observe, donc là il y avait sur cet affleurement j'avais une alternance entre un marbre et un schiste quartzeux, parce qu'il était très riche en quartz. Et qui était surtout déformé ductilement. La déformation ductile, c'est une déformation continue, où est-ce que ça ne se casse pas. C'est une déformation semblable, si vous voulez, au fromage fondu par exemple. Alors, un cisaillement. Donc cisaillement, c'est un glissement, essentiellement. Je vous renvoie à des notions, à des définitions sur Wikipédia de mécanique pour savoir ce qu'est le cisaillement. Par un cisaillement qui était dextre. Donc dextre, ça veut dire que j'observais que ce cisaillement faisait que ça se déplaçait vers la droite, entre guillemets. Ouais, d'ailleurs que je peux donc indiquer que le cisaillement était ouest-est. Donc si c'était dextre, ça veut dire que c'était un déplacement qui allait de l'ouest vers l'est. Donc vous pouvez en dire plus encore, bien entendu, hein, si vous avez beaucoup de choses à dire, faut pas hésiter. Plus vous en dites et mieux c'est pour le géologue, parce que du coup ça donne encore une meilleure idée de ce qu'il y a. Ensuite là vous allez cocher intérêt et phénomène. Donc ça veut dire quels sont les phénomènes que l'on observe sur cet affleurement et qui donc donnent un intérêt à ce site géologique. Alors dans mon cas il y a la tectonique. Donc une fois que vous avez renseigné le grand domaine, il va vous donner du coup quel genre de phénomènes liés à ce domaine sont observables et donc du coup donnent leur intérêt au site. Alors moi, dans mon cas, il va s'agir d'une déformation ductile, comme je l'ai indiqué, mais vous pouvez en mettre plusieurs, hein, ce n'est pas... Donc je vais voir si c'est présent. Tac tac. Alors cisaillement il l'indique pas, en revanche je peux quand même mettre fracturation décrochante puisqu'on observe aussi quand même des failles. D'ailleurs est-ce que c'est prévu dans sa déformation fragile? Non, pas plus que ça, puis bréchification pas tant que ça. Donc voilà, ce que je peux indiquer. Donc ça c'est pour la tectonique. En revanche on peut aussi indiquer d'autres types de phénomènes. Alors je vous les indique juste, mais c'est pas forcément. Alors comme métamorphisme, s'ils y sont, donc je vais les indiquer. Dans mon cas, je vais avoir de nouveau la déformation ductile, parce que souvent lorsqu'on métamorphise une roche, c'est-à-dire qu'on la transforme parce qu'on a changé les conditions de température et de pression dans lesquelles elle se situait, bien souvent ça s'accompagne aussi d'une déformation de la roche. Donc je vais remettre déformation ductile du coup, et je vais voir si je peux mettre autre chose à ce niveau. Métamorphisme général, là ça marche, parce que ce qu'on appelle métamorphisme général, c'est un métamorphisme qui est présent à l'échelle d'une région entière. C'est mon cas. Et sinon, je vois pas spécialement d'autres choses qui peuvent fonctionner. Là non, ça reste comme ça. Je crois que j'ai pas plus à renseigner sur ce site. Quand même, je vous donne aussi, par exemple, volcanisme. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Bah là, donc volcanisme, c'est si jamais vous avez affaire à une roche volcanique ou même carrément un volcan, mais généralement l'un va avec l'autre, ou du moins un phénomène lié au volcanisme. Alors hydrogéologie, pour ceux qui voudraient savoir, l'hydrogéologie, c'est tout ce qui est circulation des eaux souterraines. Et même dedans, ils ont même mis un sens plus large, ils mettent aussi tout ce qui est circulation des eaux de manière générale. Donc toute la géologie, donc par exemple tout ce qui est sédimentation, par exemple, qui est lié à la circulation de l'eau. Donc moi, dans mon cas, à moins qu'il y ait éventuellement altération, ça peut être valable. Parce que érosion fluviatile, c'est un poli qu'on dit de fond de rivière, donc c'est de l'érosion liée à la rivière. Alors nous, on dit un contexte fluvial en géologie, lorsqu'il s'agit d'eau, que ce soit une rivière ou d'un fleuve en fait. Je vais voir si d'ailleurs il n'y a pas autre chose là-dedans, des fois que... Peut-être même plus précis. Non, pas plus que ça.
on reste là-dessus. Alors sédimentologie quand même, ils ont mis plus précis. Donc ça, sédimentologie, c'est tous les processus qui permettent de déposer des sédiments. Donc qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Voilà, là ils vont mettre sédimentation continentale, de bassin, de plage. Donc ça, ce sont différents domaines dans lesquels les sédiments peuvent se déposer. Et souvent, en fait, d'un domaine à l'autre, il y a des marqueurs assez précis qui indiquent dans quel contexte ces sédiments se sont faits. Bon, c'est pas notre cas, nous. Donc paléontologie, donc là ça va être au signalement de tout ce qui va être traces fossiles de... Donc soit fossilisation, donc là c'est si vous avez littéralement trouvé des fossiles, mais aussi des fois des traces fossiles de vie, donc ce qu'on va appeler notamment les bioturbations, notamment des fois vous avez un ver qui est passé dans un ancien sable, ça fait un creux, un tunnel, et ce tunnel ensuite s'est comblé, sauf que par rapport au sable on arrive à distinguer encore le tunnel en question. Voilà. Et géomorphologie, je vous en ai parlé, donc c'est la forme des paysages, c'est donc tout ce qui va être paysage, la forme des paysages liés à la géologie. Bon, dans notre cas, c'est pas très valable, il n'y a pas ce qu'il faut. Plutonisme, ça c'est donc le refroidissement d'un magma en profondeur. Minéralogie, donc ça c'est si jamais vous avez des minéraux, par exemple ce qu'on va appeler des nodules, ou encore même des géodes, vous savez, ce sont ces ronds, vous avez des beaux cristaux qui cristallisent dedans, notamment les géodes de quartz ou d'améthyste, là, les cristaux de quartz qui sont violets, par exemple si vous en observez. Et encore, donc stratigraphie, donc ça, stratigraphie, c'est tout ce qui est empilement des roches sédimentaires les unes sur les autres, des phénomènes qui sont liés, donc là il n'y a pas plus. Donc après, évidemment, si vous voulez des définitions plus précises, une fois de plus sur le site, vous avez des documents qui vous indiquent davantage dans quel cas vous devez cocher telle ou telle case. Alors ensuite, l'âge des roches. Indiquer un âge pour les couches géologiques observées. Alors je vous le montrerai tout à l'heure. En fait, il vous dit d'aller sur le site qu'on appelle Infoterre. Donc Infoterre, c'est un site géré par le BRGM, le Service Géologique National, qui vous indique toutes les cartes géologiques. Et sur chacune des cartes géologiques, vous avez une légende, donc coloriée, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. En fait, chaque couleur indique la nature d'une roche et indique aussi son âge. Donc c'est comme ça que vous pouvez savoir l'âge géologique. Et notamment, il vous dit aussi d'aller voir le tableau qu'il n'a pas trouvé, parce que le lien du site n'était pas le bon. Mais ce tableau, c'est la charte chronostratigraphique internationale qui peut vous indiquer du coup quel âge géologique ça correspond. Donc moi dans mon cas je le connais, en fait je connais les deux. Ah oui c'est vrai qu'ils utilisent comme ça, du coup. Donc le premier c'est Néo s'il vous plaît. Voilà, Néoprotérozoïque 3 du coup parce que c'est le dernier, c'est le supérieur. Ça c'est l'âge de la roche initiale, celle qui a été transformée ensuite. Ensuite, l'âge du métamorphisme, donc de la transformation de la roche et de sa déformation, ce sera le Carbonifère supérieur. C'est pas extrêmement précis en réalité, ça correspond à des époques géologiques plus qu'à des âges. Mais c'est parce que c'est déjà un indicateur assez suffisant, pas besoin d'entrer dans le détail. Si jamais vous ne savez pas, vous cochez je ne sais pas, et là ça grise. D'ailleurs ça a tout annulé, super. Hop. Alors ensuite, là il vous dit ajout de documents, donc joindre un ou des documents complémentaires, par exemple schéma d'affleurement, log, ou encore photos complémentaires si vous avez d'autres photos. Ce qu'on appelle un log, c'est si jamais vous avez un affleurement qui vous présente différentes couches géologiques empilées les unes sur les autres, vous le dessinez ainsi, c'est ça qu'on appelle un log. C'est l'empilement des couches géologiques d'âge différents les unes sur les autres. Un schéma d'affleurement, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans ma présentation, mais là j'en ai pas. Donc une fois que vous avez rempli ces différents termes, vous faites je valide ma description. Certains champs. Ah oui, la date. En fait, il veut que je lui redonne la date. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Du coup, je vais lui redonner la date. Voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous faites je valide ma description. Et là, cette fois, vous avez terminé. Félicitations. Donc si je vais dans voir mes participations,
là je peux consulter la fiche en question que j'ai remplie. Et donc là, voici ma fiche, donc avec les détails du signalement et ensuite les détails de la description que j'ai observé, que j'ai donné sur le site. Alors, il existe un troisième cas, parce que vous voyez que là il y a rouge, jaune et aussi il y a un cas vert, qui en fait est le cas de ce qu'ils appellent, donc je vais retrouver observation du coup, ce qu'ils appellent le diagnostic, que vous ne pouvez pas faire parce que ça c'est réservé aux professionnels de la conservation du patrimoine. Donc par exemple je vais prendre ce site là, normalement il doit être sélectionné, oui s'il vous plaît. Voilà, c'est ce site-là, donc on va consulter la fiche. Donc signalement, description, je vous ai montré. Alors, en fait, diagnostic, ça, c'est ce qui est fait par les acteurs de la conservation du patrimoine géologique, qui va donc vous indiquer quelle action a été menée pour mettre en place ce patrimoine géologique, et sinon, quelle action pourrait être mise en œuvre. Mais ça, c'est réservé aux professionnels de la conservation du patrimoine naturel, donc du coup, ça ne, vous autres, on va dire, vous autres contributeurs qui faites uniquement des signalements, ce n'est pas là. L'intérêt du site, en revanche, c'est que quand vous faites des signalements et des descriptions d'affleurement, cela indique derrière que potentiellement un acteur de la préservation du patrimoine naturel ira voir pour, du coup, confirmer votre observation, et si oui, ensuite faire un diagnostic pour dire si oui ou non le site que vous avez signalé mérite d'être préservé ou mis en valeur. Voilà, donc là sera l'intérêt du site. Du coup, je pense que ça répond en partie à la question d'Apo qui demandait est-ce qu'on a des exemples de cas où il a été particulièrement utile. Du coup, alors là c'est un peu triché parce que ça a tout été fait par l'acteur en lui-même par l'acteur de la mise en valeur du site. Donc après peut-être que 27 août, 10... Ah si, éventuellement. Parce que là vous avez 27 août, donc ça c'est la date du signalement et de la description. Et par contre là vous avez ensuite 17 avril 2021, donc plus tard, qui vous donne le diagnostic. Non d'ailleurs si c'est bien le 17 avril parce que c'est aujourd'hui et il me semble l'avoir déjà vu plus tard. En revanche, Chapeau qui demande est-ce que le site est ouvert depuis longtemps, de mémoire, parce que j'avais vu passer l'info. Ça doit faire 2 ans qu'il est ouvert, un truc du genre, c'est assez récent. Peut-être que d'ailleurs c'est indiqué dans le programme. Ouais, non, ça n'a pas l'air d'être indiqué. Je crois que ça fait pas plus de 2 ans qu'il est ouvert. Donc voici Vigitaire. Donc comme je reprécise, c'est un site où vous pouvez vous inscrire gratuitement. Et si vous trouvez des affleurements qui présentent des choses qui vous semblent intéressantes, que ce soit des roches, des fossiles ou toute autre structure géologique, à n'importe quel endroit en France métropolitaine, et bien à ce moment-là, vous pouvez vous y inscrire et donc faire vos signalements. Des signalements simples si jamais vous ne pouvez pas en dire plus, et si jamais vous avez envie de faire un peu plus et que vous pouvez le faire, et bien n'hésitez pas aussi à renseigner la fiche de description. Voilà, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires sur Vigitaire ou même encore sur la présentation? Je suis prêt à y revenir si besoin. Comment savoir ce qui est intéressant? Demande Hibou. Il faut une petite formation en géologie? Non. Alors oui, en partie, même si du coup à ce niveau-là, les guides qui sont donnés par le site peuvent déjà vous donner une idée. Et ensuite, comme l'idée c'est que ce soit participatif, si vous voulez, l'idée c'est aussi à vous, citoyens, de donner votre avis. Souvent, on va dire, si c'est intéressant, c'est peut-être, ce qu'on peut trouver intéressant, c'est parce que souvent vous allez trouver quand même que le site est joli, la roche est jolie, ou la roche est jolie, ou encore plus que l'affleurement en lui-même a l'air sympa. Et peut-être que derrière quelque chose peut être joli, esthétique, sans que scientifiquement soit intéressant, mais ça m'étonnerait, parce que souvent vous aurez les deux cas, c'est que même si quelque chose n'est pas toujours scientifiquement intéressant, parce qu'en fait c'en est un parmi des milliers d'autres, ce que ça peut avoir, c'est qu'en revanche c'est quand même un cas
au milieu d'une région qui n'en a pas d'autres, qui est quand même assez visible pour n'importe qui n'est pas connaisseur en géologie, et à ce moment-là, il a cet avantage, c'est qu'on peut le mettre en valeur pour permettre aux gens de rendre la géologie ou un aspect de la géologie beaucoup plus accessible. Et effectivement, quand même, le site, justement, sa philosophie, je pense aussi, c'est de permettre à n'importe qui de signaler quelque chose sans forcément qu'on ait un bagage scientifique extrêmement chargé. Et derrière, celui qui dira si c'est intéressant ou si cela, et donc si cela mérite ou non d'être mis en valeur, ce sera le professionnel acteur de la préservation du patrimoine géologique. Mais l'idée là, c'est d'être participatif. Donc, qui dit participatif, c'est c'est que vous autres, les citoyens, vous signalez, et ensuite, ce sera à l'acteur du patrimoine de dire si vous ou non ça vaut le coup d'être mis en valeur. Fibou qui dit c'est vrai qu'il était gentil, il nous a dit bonjour quand on est arrivé, c'est un affairement sympa. Oui, éventuellement, ça peut être effectivement ça peut être un bon argument. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le patrimoine géologique est un patrimoine qu'on essaie de préserver très tôt, parce que ça date de la fin du 19e siècle. Mais ce qui est drôle, c'est que les premiers sites qui avaient été préservés au titre de patrimoine géologique, ce sont des sites parce qu'en fait, c'était surtout esthétique sur le plan naturel. Scientifiquement, on ne connaissait pas leur intérêt, par contre, c'était joli. Ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup des premiers patrimoines, des premiers sites qui ont été classés comme patrimoine géologique, c'était en Bretagne, c'était la côte de Granit Rose, et ça a été aussi une chiadée de menhirs et de dolmens divers et variés, avant qu'on commence à faire le tri là-dedans. Éphémère qui dit je n'avais jamais vu d'amphi de géologue, bravo, super prof. Ben, je te remercie, ça me fait bien plaisir. Écoute, si vous comprenez tout, ça me fait bien plaisir, ça veut dire que je fais pas trop mal mon taf. Voilà, y a-t-il d'autres questions, remarques d'ordre divers et variés sur la présentation ou sur Vigitaire ou sur le patrimoine géologique en général? Ou même sur le quotidien de moi, géologue de terrain, pendant ma thèse. Je peux aussi répondre à ces questions-là. Apo, combien d'heures de bureau par heure de terrain? Tac. Alors moi, déjà, tu peux pas tout dire en heure de bureau, parce qu'en plus, derrière, je vais faire des analyses en laboratoire, donc il faudrait que tu rajoutes un trio de tête. Le seul truc que je peux te dire, c'est que sur mes 3 ans et demi de thèse, j'ai passé à peu près en cumulé 4 mois sur le terrain. D'accord, et ça fait quoi? Autant de labo et autant de... En labo, alors c'est vrai que j'ai jamais essayé de quantifier le labo, mais je pense qu'en labo, c'est à peu près autant, voire plus même. Papola qui dit c'est assez clair et correctement vulgarisé. Je te remercie, ça me fait plaisir. D'autres questions dans le chat? Yep. Alors Théa, quels sont les tests les plus courants pour identifier une composition? En réalité, on n'a pas spécialement de tests qu'on peut faire in situ sur le terrain pour identifier la composition chimique d'une roche. Ce qu'on peut juste établir, si tu veux, c'est qu'on sait que certains minéraux n'apparaîtront dans une roche donnée que si la roche a une certaine quantité en éléments chimiques, en fait. Cependant, ça ne nous permet pas de quantifier précisément encore la chimie de la roche. Pour le savoir en laboratoire derrière, puisque tu le demandes du coup, ce qu'on va faire souvent, c'est que maintenant les techniques qu'on fait, c'est qu'on réduit la roche dans une poudre très fine, qui en fonction de la teinte de la roche peut ressembler à autre chose. Ce qui était le cas de roches que j'analysais quand j'étais en master, et donc je me souviens que j'avais serré les fesses parce que du coup je devais amener ça dans un laboratoire à Lausanne. Donc j'avais un peu serré les fesses en passant la frontière en Suisse, en me disant j'espère qu'ils vont pas m'arrêter. Parce que j'avais des poudres très blanches. Voilà. Pour l'anecdote. Et après ça, on passe à deux grandes méthodes qu'on appelle, soit ce qu'on appelle la fluorescence par rayon X. Alors là, je peux pas trop donner le détail parce que je la connais pas très bien. Soit du coup, on balance ça dans des spectromètres de masse. Et donc là, on va regarder la composition chimique des roches, donc notamment ce qu'on a. Donc pour les éléments majeurs, pour nous dans la croûte terrestre, les éléments majeurs, c'est aluminium, fer, manganèse, magnésium, silicium, calcium, sodium. Je pense que non, attends, il m'en manque 2. Potassium et phosphore, associés à l'oxygène, ce qu'on appelle des oxydes. Donc c'est dû à cela. Donc là on est en pourcentage poids oxyde parce que c'est les plus courants. Et après là, on va sinon regarder
en fonction de ce qu'on demande au laboratoire qui fait l'analyse, on va lui demander d'analyser les éléments présents en quantité de traces. Donc là, on parle en ppm, en partie par million, voire en partie par billion. Donc là, ça va être tous les autres méthodes du tableau des éléments chimiques, en fait, qui sont en quantité beaucoup plus rare. Une autre méthode qu'on peut avoir, c'est qu'on va aussi faire... On a un appareil qui s'appelle la microsonde électronique, qui normalement nous permet d'analyser ponctuellement la composition chimique d'un minéral. De regarder en un point donné quelle est la composition chimique d'un minéral. Sauf qu'avec les avancées techniques et logicielles des 10-15 dernières années, maintenant on peut faire des cartographies chimiques où en fait on dit à la machine, tu nous fais des compositions chimiques selon une maille quadrillée, selon une telle résolution, ça peut être 1 micron par pixel, 2 microns par pixel, voire plus. Et si on fait une carte assez grande, ça peut nous donner ce qu'on appelle cette fois une composition chimique roche, qui ne sera pas la totale, mais qu'on va dire locale. Mais si elle est sur une surface assez grande, on peut considérer que cette composition locale est équivalente à la roche, à celle de la roche. Voilà. Donc là, la microsonde, elle fonctionne par une analyse chimique où on tire un canon à électrons sur l'échantillon, donc sur une lame mince, et ensuite on regarde le rayonnement X qui en est déduit, et les capteurs vont regarder parce que du coup chaque élément chimique a un rayonnement X particulier. Voilà. Alors, Hibou qui demande combien de dénivelés positifs parcourent en moyenne pour faire une thèse. C'est variable. C'est variable. En réalité, j'ai oublié de préciser un truc important au début de ma présentation, c'est que ce que je vous ai présenté, c'est pas une méthode universelle de tous les géologues sur le terrain. Là, ce que je vous ai montré, c'est comment moi, géologue de terrain qui étudie les chaînes de montagne, essentiellement, je travaille moi sur le terrain. Mes collègues qui font de la sédimentologie, il y a beaucoup de choses qu'ils ne font pas et que moi je fais. Notamment la structure géologique, ils le font moins parce que ça les intéresse moins. Donc après, combien de dénivelé, là aussi ça dépend, parce que moi qui suis en montagne, c'est beaucoup. Je ne l'ai pas compté, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a plusieurs milliers de mètres, ça on est d'accord. En positif comme en négatif d'ailleurs. En revanche, je pense qu'un collègue qui lui va dans le bassin parisien, dans le massif central, il a un dénivelé positif qui est beaucoup plus faible. Voilà, donc c'est très variable. Et après, j'ai des collègues qui sont un peu plus, on va dire, géologues de salon, donc eux, ils ne vont pas forcément sur le terrain, voire même pas du tout. Donc le dénivelé positif de terrain, il est forcément de 0. Voilà. Nokidas qui dit quand tu es sur le terrain, tu pars combien de temps? Là, c'est pareil, c'est variable, ça dépend des cas. Moi, dans mon cas, comme je suis à Toulouse et que j'étais à Toulouse pour ma thèse et que le massif du Canigou n'est pas excessivement loin, je faisais des missions de terrain qui durent en moyenne 1, 2, voire au grand max 3 semaines. Voilà, parce que si tu veux, c'était pas loin et du coup, je pouvais me permettre d'y aller régulièrement. En revanche, j'avais des collègues qui avaient leur terrain à l'autre bout du monde, en Chine, à Taïwan, en Afrique, au Canada, et eux, généralement, ils étaient au Chili aussi, j'en avais un qui était au Chili, donc eux, généralement, ils partaient pour au moins 3 semaines, et voire même 1 à 2 mois, parce que souvent, pour eux, si tu veux, c'était limite la seule fois où ils pouvaient faire du terrain dans leur thèse. Donc du coup, il fallait que ce soit assez long pour qu'ils fassent quelque chose et pour qu'ils puissent engranger le maximum d'informations parce qu'après, ils n'allaient plus y revenir, à la fois parce que c'était très cher ou autre, parce qu'on n'a pas tous les mêmes financements quand on est en thèse, et du coup, il fallait impérativement qu'ils rentabilisent ça au max. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Écoute, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Au pire, si jamais il y en a qui en ont, éventuellement, on peut aussi passer en vocal, hein, vu qu'on n'est pas nombreux. Oui, puis... Si des fois c'est plus rapide de formuler la question à l'oral qu'elle est écrite. Bien sûr. En tout cas, merci encore, hein, c'était vraiment super clair et je pense que ça a beaucoup plu parce que c'était vachement... C'était très pratique, c'était super, c'était concret, c'était vraiment cool à regarder, très agréable. Ouais. C'était l'idée, pour une fois vous avez touché du dur, et puis au passage vous avez vu mes photos de vacances, de terrain je veux dire, pardon, de terrain, non, pas du tout des vacances, hein. Je n'étais pas en vacances.
Yes, bah écoute, merci encore. En tout cas, c'était vraiment super. Et comme on dit dans le métier, vous avez tapé dans le dur. Ouais, carrément. Et ça donne envie, hein, des photos de travail qui donnent. Ouais, alors moi ça donne envie parce que j'ai fait une thèse à la montagne. Le collègue qui fait sa thèse dans la Beauce sur le plateau des 1000 vaches, je pense que ça fait moins rêver tout de suite. J'avais un collègue, c'était ça, il était dégoûté parce qu'il adorait la montagne et les Pyrénées, et lui faisait sa thèse sur le plateau des 1000 vaches, donc dans le Limousin. Du coup, parce que pour lui c'était plat, il y avait des champs, il n'y avait pas beaucoup d'affleurements, il y avait champs et forêts, c'était déprimant pour lui. Bien que, honnêtement, le Limousin et la région du plateau des 1000 vaches, entre autres, pour y avoir passé, je trouve que c'est quand même une région assez jolie. Voilà. Comme ça, je ne me mettrai pas les gens du pain à dos. Ah non, je confirme, le Limousin est une région qui est très largement sous-cotée. Voilà, allez passer vos vacances là-bas. Bon, bah sur ce, encore une fois merci. Et puis merci aussi au public d'avoir été attentif et je suis apparemment heureux que ça vous ait plu. Ça me fait bien plaisir. Visiblement, ça a bien plu. Oui. Merci bien sûr aux gens d'être venus. C'est très important. Voilà. Écoute, si tu veux passer au bar, je sais pas s'il y a des gens qui veulent rester un petit peu pour discuter de tout ça. Peut-être que ça peut être sympa. Ouais, on va faire comme d'hab. Ça marche. Ceux qui ont envie que je leur raconte encore plus d'anecdotes croustillantes de terrain, qu'ils ont qu'à passer au bar. Voilà. Allez, on fait comme ça. Bon, bah, bonne soirée à tous et à toutes. Et bonne soirée. Merci d'être venus encore une fois. Oui. Bisous à tous. À la prochaine.